on est des artistes conceptuels et donc en fait c'est très improbable que vous reconnaissiez du Obvious dans une foire d'art contemporain parce qu'on n'a pas de style graphique qui nous est propre, mais par contre ce qui lie absolument toutes nos séries, c'est une interrogation perpétuelle sur l'impact de cette technologie dans notre société. Bienvenue, je suis Laurent Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo. Je suis Lila Megraoua, journaliste. Et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Changement d'époque en cours. Épisode 3. L'IA et l'éducation. C'était à la fête de l'UMA 2023. Angèle reprenait pour la première fois le titre Sayan de Gazo et Eus l'Enfoiré. Rien de neuf sous le soleil, pourtant si. La chanteuse belge a repris le titre selon les arrangements d'une version créée quelques semaines auparavant par un musicien qui a utilisé une intelligence artificielle pour cloner la voix d'Angèle. Le morceau tourne, affole les réseaux avant que la vraie Angèle ne la reprenne. L'intelligence artificielle n'a pas fini de nous bousculer. Pour ce nouvel épisode de Changement d'époque en cours, je vous invite à plonger dans les méandres de la création artistique à l'ère de l'IA. Car là encore, la technologie avance si vite qu'elle semble nous dépasser, allant jusqu'à peut-être nous laisser croire que l'élève va bientôt dépasser le maître. Avec moi dans le studio de Magellan et pour notre plus grand plaisir, j'accueille Pierre Fautrel, l'un des 3 cofondateurs du collectif de recherche et de création artistique Obvious. Pierre Fautrel, bonjour. Bonjour. Et toujours à mes côtés, Laurent Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo. Laurent, bonjour. Bonjour Lila, bonjour Pierre. Pour rentrer tout de suite dans la matière, j'ai envie, Pierre, de parler d'un fait historique. J'imagine que vous voyez de quoi j'ai envie de vous parler. C'était la première fois qu'une œuvre générée par intelligence artificielle cassait littéralement la baraque chez Christie's, le saint des saints du marché de l'art. Je veux bien entendu parler du portrait d'Edmond Bellamy que vous avez vendu pour la bagatelle de $400 000. Comment on en arrive à peine 25 ans à craquer littéralement Christie's, Pierre? On fait pas exprès. En fait, on est fidèle à soi-même. On se pose des questions et on veut les adresser aux autres artistiquement parlant, et il se trouve que ça fait résonner. Et donc pour revenir un peu sur ces petites phrases un peu rhétoriques, on va dire qu'en gros nous en 2017, on tombe sur les Generative Adversarial Network, qui sont des algorithmes qui génèrent des images à partir de grosses bases de données d'images. Et donc, en fait, on est tous les 3 en colocation dans un appartement à Gare du Nord. Et dans notre trio, il y a Hugo, qui est chercheur en intelligence artificielle. Et en fait, au cours de sa veille scientifique, il tombe sur ces GAN. Et en fait, très vite, tous les 3, on a des réflexions techniques et philosophiques qu'on trouve intéressantes sur le futur de la création d'images avec des algorithmes d'intelligence artificielle, sur le futur de la création artistique avec l'intelligence artificielle. Ça pose plein de questions de type qui est l'artiste, est-ce que un algorithme peut être doué de créativité, qui est-ce qui définit les frontières de l'art. Toutes ces questions-là, en fait, nous intéressent et on les trouve fascinantes. On veut les adresser au grand public et on devient artiste par cette volonté-là. Et donc, on crée une première série d'œuvres qui s'appelle La famille de Bellamy. Pour vous la faire courte, d'un article à l'autre, la boule de neige médiatique commence à prendre, traverse la Manche, puis traverse l'Atlantique, jusqu'à ce qu'un article soit écrit aux États-Unis, que un des directeurs de Christie's tombe sur cet article, trouve notre travail intéressant, nous contacte et nous voilà à New York en octobre 2018 pour cette vente aux enchères, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a posé les questions qu'on se posait, nous 3, sur notre canapé au monde entier. Et donc, on a été aussi bien encensés que critiqués sur notre première série. Donc, vous imaginez le syndrome de l'imposteur, qui est aussi grand que le prix final de la vente aux enchères. Puis finalement,
Le temps a passé, on a recréé, réinterrogé notre société sur ces algorithmes d'intelligence artificielle, sur plein d'autres axes, comme des questionnements techniques, des questionnements sociétaux, des questionnements plus philosophiques ou plus prospectifs. Et ça fait maintenant 7 ans qu'on fait ça. On est passionné par ça et dans cette logique-là, on a créé un laboratoire de recherche académique en partenariat avec l'Université de la Sorbonne parce qu'on considère que la recherche académique et la recherche scientifique peuvent être liées, peuvent se nourrir entre elles et peuvent nous aider à avancer plus loin. Et vous vous souvenez du jour où vous avez fait un peu la rencontre avec le troisième type, l'IA? Vous disiez plutôt Hugo, qui est un des cofondateurs d'Obvious, tombe sur un papier, sur une étude autour des GAN. Bah ouais, en fait, quand vous êtes chercheur en intelligence artificielle, vous faites de la bibliographie, vous regardez ce qui se passe dans votre milieu académique finalement, et donc il tombe sur le papier des GAN et les différentes implémentations qu'il y avait à l'époque. Et en fait, en gros, c'est une des principales forces du trio, c'est que Hugo, il est chercheur, mais il a la capacité de nous démocratiser et de nous démystifier beaucoup de choses en intelligence artificielle et qu'après, nous, on essaye de montrer aux autres artistiquement parlant. Mais donc, ça fait qu'on a en fait, alors qu'on n'est pas tech, on a une grosse connaissance des bagages techniques qu'il faut avoir pour faire du machine learning. Mais pour revenir à la question de quand est-ce qu'on a eu la rencontre du troisième type, en fait, ce serait impossible de donner véritablement une date. Il n'y a pas un jour où en fait j'ai rencontré un algorithme. En fait, c'est petit à petit. Au départ, il y a des questionnements avec Hugo, puis un jour il commence à me montrer un bout de comment ça fonctionne, puis un autre, je lui pose une question et il me montre un autre bout, et finalement votre horizon s'élargit. Mais il n'y a pas un jour où je me suis rencontré ça. Par contre, la rencontre du troisième type, je l'ai clairement eu le jour où pour la première fois j'ai utilisé Midjourney, par exemple. Là, j'ai pris une claque. Quand la première fois j'ai utilisé ChatGPT, alors que j'avais utilisé GPT-2, GPT-3, là j'ai pris une claque. Et là il y a ce genre de moment un peu waouh. Mais sur le début d'Obvious, c'est plus linéaire, c'est plus progressif. Pierre, à l'origine, ce qui est intéressant, c'est que dans les 3 membres du collectif, aucun n'a de formation technique classique dans les domaines artistiques, ni en dessin, en sculpture, en photographie. Si vous n'aviez pas croisé le chemin de l'IA, d'après vous, vous feriez quoi aujourd'hui de votre vie ? Alors, c'est très difficile à dire. Moi, je travaillais déjà dans les industries culturelles. Je voulais m'entrer vers l'industrie musicale parce que j'ai créé un label de musique électronique en étant étudiant. J'ai beaucoup organisé de soirées, de trucs comme ça, et l'industrie musicale m'intéressait particulièrement. Il faut savoir que, ok, on n'a pas fait de Beaux-Arts, on n'a pas fait l'école du Louvre non plus, mais pour autant, on a tous nos pratiques artistiques qui nous sont propres, qui sont en dehors du collectif. Gauthier, il écrit et il rappe. Moi, je peins et j'aime beaucoup bricoler, créer des trucs, etc. Et donc, forcément, quand vous avez ces appétences-là, je dis pas que j'aurais eu une pratique artistique professionnelle à côté, mais en tout cas, on a une vraie appétence pour la création et pour les arts de manière générale, et pas uniquement l'art plastique, pour le cinéma, pour toutes les formes d'art. Et donc, pour répondre à la question « qu'est-ce que j'aurais été ?», franchement, je sais pas. Et alors peut-être à partir de quand vous vous êtes considéré comme un artiste ? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez dit à quelqu'un « Bonjour, je suis Pierre Fautrel, je suis artiste ». Alors, je me souviens pas de la première fois, mais je me souviens que ça devait être fondamentalement au moment de l'enchère ou un peu après ou un peu avant. Et je me souviens que ça me fasse bizarre de dire ça. C'est sûr. Pour autant, dès qu'on a créé, on s'est considéré comme artiste. Parce que, en fait, y a plein d'artistes qui nous inspirent, qui n'ont pas de formation. Et alors, dans le milieu des arts plastiques, c'est moins commun, mais dans le milieu, par exemple, de la chanson, y a plein de rappeurs fantastiques qui n'ont pas fait d'école de chant. Et donc, ce type de carrière artistique, d'autodidacte, nous a toujours inspirés et on n'a jamais eu ce syndrome de l'imposteur de la formation, on va dire. Et donc, quand on a créé notre première série, on était déjà artistes dans nos têtes. Ça veut pas dire que vous êtes un artiste reconnu, ça veut pas dire que les autres vous reconnaissent comme artiste, mais au moment où on a créé notre première série, dans notre tête, c'était un geste artistique dès le début. Et donc, quand a posteriori, c'est facile de le dire, mais quand il y a un geste, pour nous, il y a une forme d'art, et donc vous êtes artiste. Mais c'est des définitions mouvantes, chacun a la sienne. Alors, Obvious, vous êtes, on le rappelle, un collectif de recherche autour de la création artistique. Obvious, c'est de l'art pictural, mais c'est aussi de la musique. Est-ce que vous pourriez nous en toucher un mot ? Je sais que vous avez notamment travaillé avec l'Opéra de Paris.
Alors, nous, on aime bien dire que la manière dont est créé notre trio et la structure qui l'englobe est un peu particulière par rapport à d'autres artistes. Donc, il y a le trio artistique qui produit 1 à 2 séries par an, dont je me ferai un plaisir de vous parler. Donc là, c'est vraiment art contemporain classique. On produit, on va en galerie. On a eu la chance d'être dans des musées internationaux comme le musée de l'Ermitage, le musée... Enfin là, on prépare un truc au Palazzo Real à Milan. Donc en gros, c'est vraiment de l'art classique qui prend pour forme, entre guillemets... de la peinture, de la sculpture, de temps en temps de la vidéo et des nouveaux médias, mais c'est vraiment de la création ex nihilo, quoi. On a une partie qui est studio, qui est là plus orientée vers les marques et les collaborations de marques. Dans ces trucs-là, ça se fait, par exemple, c'est typiquement un truc qui se fait moyen dans l'art contemporain et que nous, on a assumé dès le début parce qu'on trouve que nos sujets sont vraiment particuliers et que adresser d'autres types d'audimat par ces collaborations, c'est très cool. Pour vous donner un exemple, on a fait le vélo pour l'équipe française des Jeux pour le Tour de France cet été. Et en fait, les personnes qui regardent, font du vélo, c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont dans des galeries ou dans les foires d'art contemporain. Et on considère que notre message est audible et intéressant aussi pour eux. Et donc on crée des projets de marque, et donc en fait il y a cette partie studio qui adresse plus des collaborations de marque, et on essaye de faire des projets où art et science se répondent au service des marques finalement. Et la troisième partie, c'est un laboratoire de recherche académique en association avec la Sorbonne, qui a été financé grâce à l'État français via ce qu'on appelle une demande d'ANR auprès de l'Agence nationale de la recherche. Et donc ce laboratoire, il a 2 axes. Il a faire des algorithmes de texte to vidéo, c'est-à-dire apporter notre pierre à l'édifice dans la recherche incrémentale de comment est-ce qu'on peut avoir des meilleurs algorithmes de texte ou vidéo. Et puis, il y a une recherche plus radicale. La recherche radicale, c'est le mind to image. C'est comment est-ce que je peux générer des images à partir de mon activité cérébrale dans une large mesure. Et donc ça, c'est ce sur quoi on est en train de bosser pour notre prochaine série. Et donc, en fait, ces trois entités créent Obvious. Et en fonction de qui nous appelle, on essaie de répondre avec une de ces 3 casquettes. Pierre, chez Obvious, on va rentrer un peu dans le détail de la décomposition de processus créatifs, mais vous venez de le dire, vous revendiquez aussi le fait de mettre en débat ces technologies, de poser des questions sur leurs usages. Votre travail, il porte aussi sur l'IA, presque autant qu'il se fait avec l'IA. Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement. C'est une des bases de notre réflexion. C'est-à-dire que nous, on est des artistes conceptuels. Et donc, en fait, c'est très improbable que vous reconnaissiez du Obvious dans une foire d'art contemporain. Parce qu'on n'a pas de style graphique qui nous est propre. Mais par contre, ce qui lie absolument toutes nos séries, c'est une interrogation perpétuelle sur l'impact de cette technologie dans notre société. Donc pour vous donner un petit exemple, dans notre première série, chacun des personnages de la famille de Bellamy est une utilisation de l'intelligence artificielle, donc des utilisations positives, des utilisations négatives et d'autres types d'utilisations. La deuxième série, c'est un parallèle entre l'arrivée de l'électricité dans le Japon impérial et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre société. Donc là, c'est une analyse sociétale sur les différents types de réactions qu'il y a à une nouvelle technologie, les progressistes, les conservateurs, ceux qui y voient de l'intérêt pour du business, etc. Notre troisième série, c'est un questionnement sur le terme de l'intelligence artificielle générale et les parallèles qu'il peut y avoir avec une sorte de déification de cette intelligence artificielle générale et entre guillemets, le delta qu'il peut y avoir entre ce qu'est aujourd'hui l'intelligence artificielle et ce que les gens ont tendance à y plaquer comme croyance. Et donc en fait, chacune de nos séries, même nos mini-séries ou même nos projets, interrogent des relations entre l'humain, la machine, entre notre société, cette technologie. Et donc ça peut aller sur le futur de l'éducation, sur la justice. On a fait une série sur la justice et sur les tribunaux, parce que par exemple, nous, c'est une série qui m'amuse, parce que c'est l'archétype de ce qu'on essaye de montrer. C'est une série sur la justice. Et en fait, quand j'explique cette série, j'explique qu'en Estonie, certaines cours de décision, cours de droit, sont aidés par des algorithmes pour rendre des décisions de justice. La plupart du temps, je vois les personnes avec lesquelles je discute avoir le poil qui s'érisse et qui se voient jugés par des algorithmes. Et en fait, on se rend compte assez rapidement qu'en fait, il y a plein d'études sociologiques qui montrent qu'un juge qui a mangé trop gras, il vous met 10% de plus de peine. Et donc, avoir quelque chose comme ça,
un algorithme qui pourrait contrebalancer, sonner l'alerte sur ce genre de choses, c'est pas si débile que ça. Et donc en fait, ce qu'on essaie d'expliquer de manière générale dans notre travail, c'est que avec une nouvelle technologie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Généralement, c'est gris, et c'est où est-ce qu'on met le gradient entre ce tout rouge, ce tout noir et ce tout blanc, et pourquoi on le met là, et quelles sont les conséquences de ces choix-là. Alors, Pierre Fautrel, j'ai envie, à présent que les présentations sont faites, qu'on parle un peu d'usage artistique concret de l'intelligence artificielle. Alors, on le voit bien dans l'actualité, l'imaginaire collectif autour de ce sujet est à peine dessiné, mais il est déjà plein de fantasmes, aussi de vide. Et je compte sur vous, Laurent, pour le combler. Oui, Lila, on a besoin de comprendre maintenant, concrètement, dans le processus créatif, à quoi vous sert l'IA, comment vous l'utilisez, à quel moment la technologie intervient. On imagine, Pierre, que vous ne passez pas vos journées à envoyer des instructions à DALL-E ou Midjourney pour générer des images. Mais alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'une des séries que vous avez évoquées, Facets of AGI, les faces ou les facettes de l'intelligence artificielle générale. Est-ce que vous pouvez nous raconter le processus créatif, déjà, en quoi consiste ce projet? Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure. Et puis nous décrire un peu concrètement les différentes étapes, comment ça se décompose. Avec plaisir. Alors, la petite parenthèse que je vais mettre avant de parler de cette série-là, c'est que cette série-là, en fait, le processus artistique d'un IA artiste, il est beaucoup lié à, entre guillemets, l'outil qu'il va choisir. Et l'outil qu'il va choisir, c'est le type d'algorithme qu'il va choisir pour réaliser sa série. Et comment est-ce qu'on choisit un type d'algorithme? En fait, en fonction de ce qu'on nous offre. En 2020, quand on crée Facets of AGI, en fait, il n'y a pas encore ces algorithmes, par exemple, de text to image, ou de texte to vidéo, ou de style transfer. C'est encore un peu les débuts, et en fait, il n'y a plus ou moins que les GAN. Donc, on utilise les GAN. Mais donc, en fait, votre choix de pinceau, est-ce que j'utilise le couteau, le pinceau ou la brosse, pour faire une métaphore avec la peinture, en fait, en 2020, j'ai plus ou moins que le pinceau. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, ça change un peu le processus. Donc, pour revenir sur Facets of AGI, donc la première chose à faire quand on a fait notre deuxième série, on va faire notre troisième, il faut qu'on tombe d'accord tous les trois. Donc ça, c'est la vie d'un trio. Il faut qu'on réussisse à se dire, qu'est-ce qu'on fait ensuite, etc. Donc là, pas du tout de nouvelles technologies, juste des embrouilles d'humains, quoi. On n'est pas d'accord, on voit ce qui est intéressant, ce qu'on a envie de dire, etc. On tombe d'accord sur le choix du masque africain pour parler de ce côté un peu de ce dont j'ai parlé, de cette déification de l'intelligence artificielle. Donc, les GAN qu'on utilise à l'époque sont des algorithmes qui génèrent des images à partir d'un très grand nombre d'images. Donc, la première chose qu'on doit faire quand on est d'accord, c'est constituer une base de données. Pour constituer une base de données, il y a 3 options. La première option, prendre des images libres de droit sur Internet. Donc là, soit vous êtes très courageux et vous faites clic droit enregistré sous plusieurs dizaines de milliers de fois, soit vous faites des petits outils informatiques qui s'appellent des scrappers, qui vont sur des sites Internet, qui font clic droit enregistré sous de manière automatique, en vérifiant bien que c'est des images libres de droit. La deuxième manière, c'est en gros plus ou moins de signer des accords avec des ayants droit d'images. Donc là, c'est pas le cas sur cette série de Facets of AGI, mais en l'occurrence, c'est le cas sur la deuxième série. On va avoir un ayant droit qui nous donne des images sur lesquelles on peut lancer nos algorithmes. Et la troisième manière, c'est de faire des images synthétiques, c'est-à-dire qu'en fait, on crée nous-mêmes la base de données avec d'autres algorithmes pour voir. Dans le cas de Facets of AGI, on a fait du scroll, et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a scrappé la moitié des images libres de droit de masques africains qui étaient libres. Donc là, ça fait que vous vous retrouvez avec un dossier de 15, 20, 30 000 images. Là, votre premier travail, c'est de faire du tri dans cette base de données. Donc là, c'est un travail manuel. Généralement, c'est moi qui m'en charge parce que c'est un côté presque méditatif. Je mets de la musique et puis je regarde 15 000 images et je fais clic droit supprimer sur celles qui ne vont pas et qui n'ont pas le bon niveau de diversité. Vous arrivez à dormir après ça? Vous voyez pas des masques africains toute la nuit? Je vais vous parler de notre prochaine série à la fin et vous allez voir que c'est très facile de faire des masques africains quand on fait ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, je dors bien. Et donc, cette base de données est constituée, elle est parfaite. Et donc là, en fait, notre prochain travail, c'est de faire fonctionner un GAN sur cette base de données-là.
Donc là, il y a des modèles ce sont des modèles pré-entraînés, c'est-à-dire que c'est pas nous qui avons à nous charger de l'entraînement complet, mais en fait notre travail c'est de faire du fine-tuning, c'est-à-dire de prendre ce modèle pré-entraîné, de faire en sorte qu'il fonctionne sur cette base de données. En 2020, ça va déjà mieux qu'en 2018, mais ça reste quand même de la haute voltige, c'est-à-dire que en fait vous avez plusieurs heures entre chacun des allers-retours. Aujourd'hui sur Midjourney, vous avez 6 secondes entre votre commande et votre retour. Là, en 2018, quand on le lance, on a 24 à 48 heures et plus ou moins quelques milliers d'euros qui sont lancés à chaque aller-retour. En 2020, ça s'améliore, mais ça reste quand même un certain temps, c'est pas du direct. Et donc, en fait, vous lancez une génération, le résultat n'est pas bon, vous recommencez jusqu'à ce que la génération soit bonne. Et là, la génération est OK. Et donc là, en fait, nous, ce qu'on aime faire, c'est générer un grand nombre d'images et finalement aller chacun de notre côté dans le trio et sélectionner des images selon une sorte de cahier des charges qui n'est pas écrit, bien évidemment, mais qu'on a tous les trois en tête, c'est-à-dire il faut que ce soit des masques africains, il faut que notre sélection, parce que nous on travaille que en série, on ne travaille pas par œuvre, donc il faut que cette série soit cohérente, que les œuvres aient du sens entre elles, que ça représente ce qu'on a envie de représenter. Donc si on cherche quelque chose de spécifique dans la base de données, on va choisir quelque chose de spécifique. Si on cherche à représenter correctement tout le masque africain, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette série-là. En fait, en gros, on essaie d'avoir une diversité dans notre sélection. Donc ça, on fait ça de notre côté. Puis arrive la réunion de l'ONU tous les trois. On arrive avec notre petite présélection. Si par bonheur, parmi les millions d'images qu'on a regardées, il y en a une qui est chez tous les trois, généralement, elle est automatiquement validée. Et donc, on crée la série. Et puis là, c'est vraiment de la curation de composition. Donc, on essaie de regarder, de faire en fait cet exercice-là, mais plus tout seul, à trois, pour finalement générer un certain nombre d'images. Et là, d'aucuns pourraient croire que c'est terminé. Et en fait, non. Parce que nous, on est très, très, très attachés à un rendu plastique physique. Parce que depuis le début, le contre-pied de l'artiste digital qui fait que du digital, en fait, ça nous amusait de ne pas le faire. Ça nous amusait d'être physique, d'apporter une physicalité à notre création. Et donc, le dernier choix que vous avez vu, parce qu'il y a plein de choix partout dans ce processus artistique, le dernier choix, il arrive sur, j'ai cette image sur mon ordinateur, comment est-ce que je la rends œuvre ? Donc, dans certains projets, ça aurait pu être, je fais un NFT ou une œuvre d'art digitale et elle reste digitale. Nous, on adore travailler avec des artisans. Donc, dans cette série de Facet of AGI, j'avais mes 11 masques générés avec des algorithmes. Et en fait, on a retrouvé un artisan au Ghana auquel on a envoyé les images. On devait aller le voir, mais c'était pile pendant la période Covid, donc on n'a finalement pas pu se voir en réel, mais donc ça a été plein d'heures de WhatsApp, de discussions avec finalement cet artisan. Et ça, c'est une grosse partie de notre travail, c'est gérer les artisans qui travaillent dans la partie production d'Obvious, donc c'est comprendre la physicalité de son travail, comprendre comment est-ce que je peux passer d'un visuel généré à un vrai truc, c'est-à-dire que l'algorithme il connaît pas la gravité par exemple, donc si j'ai une oreille en l'air qu'elle repose sur rien, en fait elle va tomber. Donc est-ce que cette œuvre-là est-ce qu'elle est intéressante dans la sélection ou pas, c'est là que je la rechange. Donc c'est comprendre les contraintes des artisans. Et donc après j'ai mes 22 masques qui sont finalement arrivés à Paris. Et puis après, la dernière partie du travail, c'est de faire un show, c'est-à-dire c'est de mettre en scène ces œuvres-là dans un show, en galerie, et d'essayer d'expliquer toute cette histoire aux gens au travers d'un vernissage, puis d'une présence pendant quelques mois dans une galerie. En vous entendant expliquer un peu tout ce processus créatif avec l'intelligence artificielle, je me faisais la réflexion, ça me rappelle en fait une autre approche qu'on a connue à l'époque de la Renaissance, qui est celle du maestro, avec son studio un peu d'assistants, exactement, de disciples, qui assistent en fait le maître une fois l'esquisse réalisée, qui va l'aider à gérer la lumière, affiner, tout ça dans le respect du style.
Est-ce qu'au final, l'intelligence artificielle, c'est pas un revival de ça, de cette approche de super assistant de l'artiste ? Alors complètement, c'est notre principale source d'inspiration. Pour ne rien vous cacher, le dossier donné à l'Agence nationale de la recherche s'appelle Renaissance. Le nom de code qu'on a donné, c'est Renaissance. Notre logo, c'est l'homme de Vitruve et de Vinci en étant... il est sorti de la Bottega de Verrocchio. La Bottega de Verrocchio, c'est notre inspiration, où art et science se mêlent. En fait, on peut nous critiquer parce qu'on bosse avec les marques, mais au fond, les marques, c'est les mécènes de l'époque. Catherine de Médicis, maintenant, c'est Alpine. C'est une vanne, mais au fond, c'est un peu ça l'idée. Et donc, bien évidemment, le Quattrocento italien, c'est une de nos principales sources d'inspiration. La forme d'atelier d'artiste de Bottega, c'est une de nos inspirations, et vous devriez, on espère, en entendre parler de plus en plus, parce que on va le pousser par différents types de projets, sans vouloir dévoiler, mais il y a quand même la France est au cœur de la Renaissance, c'est l'Italie puis la France, et cette vision d'art et de science, c'est quand même très l'esprit français aussi. Donc par plusieurs projets dans les prochaines années, on va essayer d'affirmer ce positionnement et cette volonté de créer. Après, le mot Renaissance, il est un peu tarte à la crème aussi. Il y a des partis politiques qui se créent comme ça. Et tout le monde adore ce mot-là. Mais en tout cas, nous, le Quattrocento italien et cette volonté d'art et de science, de technique au service de l'innovation, de recherche artistique et scientifique qui se mêlent, c'est une de nos inspirations. Et ça fait aussi référence à une grande figure de la Renaissance, à savoir Léonard de Vinci, qui, on peut le considérer, était probablement l'un des tout premiers makers. Hormis être c'est clairement l'original gangster de l'art et de la science. D'où le logo de l'homme de Vitruve dans notre logo. Vous n'avez pas travaillé qu'à partir de corpus visuels. Ça, c'est aussi particulièrement intéressant. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a cette série sur les 7 merveilles du monde. Vous êtes parti là de la manière dont ces merveilles étaient décrites dans la littérature antique et pas seulement, c'est ça ? Si, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de... Donc, si on revient sur mon processus artistique, là, je vous ai parlé d'un seul algorithme, mais au fond, vous pourriez changer la brique GAN par des algorithmes de text-to-image qui sont apparus finalement à la fin de 2020, début 2021. Et donc, forcément, ça vous permet de faire d'autres choses. Et on trouve ça absolument fantastique. Donc, on a pris des algorithmes open source de text-to-image. Et en fait, ce qui nous amusait, c'était de se dire... En fait, un des grands sujets de l'histoire de l'art, c'est les 7 merveilles du monde. Et les 7 merveilles du monde, la seule chose qui nous en reste, à part les pyramides de Gizeh, c'est les textes. Et donc, on a fait un travail avec un historien pour essayer de récupérer en fait ces descriptions des 7 merveilles du monde, et on s'est très vite rendu compte que les descriptions ne matchaient pas l'iconographie qu'on a tous en tête, de type le colosse de Rhodes avec les jambes écartées et les bateaux qui passent à l'intérieur. On se rend compte que c'est complètement une divagation et que ça n'a jamais été écrit. Et donc, fort de cette recherche bibliographique, on a créé des prompts qui, par la suite, ont créé des images. Et en fait, on a fait faire les représentations des images qu'on a créées par un peintre copiste. Donc, le show, c'était vraiment 7 toiles qui représentent les 7 merveilles du monde. Et ce qu'on essayait d'interroger dans cette série-là, c'est les nouvelles formes de dialogue au terme langage qu'il peut y avoir avec des algorithmes. Il y a quelques temps, avant l'arrivée des modèles grand public, la manière d'interagir avec un algorithme, c'était du code informatique. Vous ne pouviez pas parler à un algorithme d'intelligence artificielle en langage naturel. Maintenant, grâce au prompt, en fait, vous pouvez. Et en fait, le prompt, il faut connaître le langage. Au même titre que je donne souvent cet exemple-là, ma grand-mère, quand elle cherche la date de la mort de Napoléon dans Google, elle met « En quelle année est mort Napoléon ?» Et en fait, vous savez très bien que la manière dont fonctionne l'algorithme de Google, c'est Napoléon mort, vous avez la date. Et donc, en fait, de la même manière, pour pouvoir créer des images qui vous satisfassent, en fait, il faut que vous ayez un bon niveau de prompt engineering. Et donc, en fait, ce qu'on essayait de dire, c'est que c'est un nouveau langage. Donc là, c'était une interrogation autour du langage des algorithmes, et le prompt engineering est un nouveau langage à apprendre pour les artistes pour pouvoir s'exprimer correctement et réussir à passer le plus directement de l'image mentale qu'on a à la réalisation plastique.
Et donc voilà. Et alors, si pour terminer sur ce show-là, je pense que c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais en gros, nous, on est aussi les premiers artistes français à avoir fait des NFT. Et en fait, on considère que c'est une technologie fantastique pour les artistes dont la création est en partie digitale comme nous. Et donc, le show... Dans la diffusion aussi. Ouais, franchement, c'est un super outil. Bien évidemment, comme un peu toute nouvelle hype, il y a eu ses dérives et c'est la spéculation dans laquelle on n'est pas du tout. Mais en l'occurrence, c'est un outil fantastique. Mais mon point, c'était que dans ce show des 7 merveilles, il y avait donc les 7 toiles qui étaient au mur. Et en fait, on a utilisé la réalité augmentée pour avoir... vous aviez les 7 œuvres, et en fait, quand vous arriviez dans le show, si vous preniez votre téléphone, vous regardiez l'œuvre au travers de votre téléphone, en fait, apparaissait une animation qui était plus grande que la toile, 2 fois à 3 fois plus grande que la toile. Donc en fait, vous aviez un panorama complet de la scène animé, et en fait, la version animée de l'œuvre était le format NFT. Donc c'était pas et donc là, l'idée, c'était de faire en fait un dialogue entre numérique et traditionnel, entre montrer que en fait c'est pas l'un ou l'autre, quoi. On essaie de faire un pont entre les deux. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, Pierre Fautrel ? On a l'impression que vous vous donnez pas vraiment de limites. Vous allez regarder un peu dans toutes les formes d'expression artistique. Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous bluffe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui alimente votre processus créatif ? C'est quoi l'étincelle ? Je sais pas. Nous, on a vraiment des fous de science-fiction. Enfin là, par exemple, je sors de Dune 2, on n'est pas dans une chronique cinématographique, mais j'ai pris une claque monumentale en termes d'image, en termes de mise en scène, etc. Et en fait, je pense que, pas directement, mais indirectement, ça nous inspire vraiment par la manière de montrer les nouvelles technologies, par les réflexions que ça entraîne. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi des romans, etc. Je dirais de manière générale, l'art plastique n'est pas notre principale source d'inspiration, c'est plus ce qu'il y a autour. Mais par exemple, un truc qui m'inspire, c'est la manière dont Alexandre Astier arrive à appliquer sa manière de créer à plein de choses. Un autre truc qui m'inspire, c'est la vulgarisation scientifique qui m'inspire énormément. Un autre truc qui m'inspire, c'est par exemple tous les gens qui font des trucs de science qui peuvent s'appliquer à l'art. Donc les travaux de Roger Penrose, où en fait c'est des maths pures pour en gros trouver des pavages. Et après, c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question, qu'est-ce qui vous inspire ? Parce qu'en fait, c'est généralement une multitude de choses que vous vivez, des amitiés, etc., de moments partagés, parce qu'en fait, on est un trio, donc il faut vivre des moments pour pouvoir avoir des choses comme ça. Voilà ce qui nous inspire, et après, il y a plein de choses. Nous, on sait qu'on consomme énormément de YouTube, donc en fait, il y a des chaînes YouTube qui m'inspirent énormément, qui n'ont rien à voir avec ma création, mais en fait je trouve que c'est des objets fantastiques, et en fait l'un dans l'autre, peut-être que ça va vous inspirer pour d'autres choses. Si on regarde dans l'actualité récente, il y a quand même pas mal de procès qui ont émergé de la part d'artistes. Je pense notamment à des illustratrices. Ça, j'ai pas encore... c'est ça tout le point. C'est que la class action, par exemple, des artistes contre Stability AI est en train d'être perdue. Que dans le droit français, c'est Hollywood, il y a eu une très longue grève de la part des scénaristes qui s'inquiétaient de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les studios. Bon, finalement, au bout de quelques semaines, ils ont trouvé un terrain d'entente. On est d'accord qu'ils font la grève beaucoup, les scénaristes, environ tous les 2-3 ans, pour une raison ou pour une autre. Vous êtes mauvaise langue. Non, mais c'est vrai. Ils n'ont pas attendu l'IA, en tout cas. Ils n'ont pas attendu l'IA pour faire valoir leurs droits. Et en l'occurrence, les scénaristes d'Hollywood sont des personnes qui ont cette manière de se faire rémunérer à Hollywood, c'est-à-dire de faire des class action et d'utiliser des prétextes valables ou non, c'est pas à moi d'en juger, pour renégocier leurs droits. En l'occurrence, l'arrivée de l'intelligence artificielle, de fait, met en danger ou change leur métier. Et donc, ils ont renégocié leurs droits. Fair enough. Tout ça pose la question du droit d'auteur. C'est quoi votre regard là-dessus ? C'est une question qui est hyper compliquée, dont je ne peux pas donner une réponse directe. Donc, je vais essayer de décomposer en plusieurs choses. Il y a plein de parenthèses, il y a plein de trucs, et donc c'est très compliqué. Déjà, le droit d'auteur n'est pas un droit d'auteur international dans un monde qui n'a plus de frontières. Du coup, en fait, c'est très compliqué de répondre en termes de droit, parce que le droit français n'est pas le droit anglais, n'est pas le droit allemand, et n'est pas le droit américain, et n'est pas du tout le droit chinois. Du coup, moi, je vais vous donner une réponse qui
selon moi, est à peu près international, mais en fait, un avocat expert du droit brésilien va me dire, en fait, ici, ça s'applique pas. Donc déjà, il y a ce truc-là. Le deuxième point, c'est que, donc, non, je terminerai par ça, mais en tout cas, il y a une réflexion philosophique sur qu'est-ce que doit être la recherche artistique et quels outils on a en fonction de ça. Mais ça, j'y reviendrai. Et le dernier truc, c'est en fait d'analyser ce qui se passe à gauche, à droite. En l'occurrence, mon premier point, c'est bien évidemment ce qu'a fait OpenAI, ChatGPT, Stability est absolument impardonnable. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement pris des œuvres d'art ou des écrits de absolument tout le monde sans demander le droit à personne. Et ça compose Ça, d'ailleurs la base Lannion. De ces procès. En l'occurrence, c'est pas bien, pas correct et légalement punissable. Fort de ce constat-là, la question c'est comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Très sincèrement, moi je pense que ça n'aurait pas été possible. Parce qu'en fait, si vous demandez à des artistes qui veut donner son algorithme pour faire des outils surpuissants de génération d'intelligence artificielle, ça n'aurait pas existé. La question qu'on doit se poser collectivement, c'est est-ce qu'on veut ce genre d'outils dans nos vies ou pas ? Est-ce qu'on veut ChatGPT ou pas ? Moi, je considère qu'on en a besoin en tant que société. Et donc, que si jamais vous prenez entre guillemets, une politique légale répressive, alors vous n'aurez pas l'arrivée de ce genre d'outils. Il faut en être conscient. Mais, un illustrateur vous dirait qu'on vit mieux sans. Moi, je considère que l'humanité va dans un bon endroit en ayant ce genre d'outils à sa portée. Est-ce que c'est pas une question du vieux monde qui marque en fait peut-être un retour en arrière dans la définition qu'on peut avoir d'un artiste, à savoir qu'un artiste n'est plus, il me semble, depuis longtemps, depuis Duchamp, simplement quelqu'un qui possède un savoir-faire, mais qui a un discours. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous et malheureusement, je crois qu'on n'a pas réinventé la roue en 2021, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, en fait, on repose les questions qui existent finalement depuis assez longtemps et le geste artistique ne réside pas dans la technicité uniquement. Il réside dans le message, dans le rendu plastique, dans la conduction de la démarche et tout ça fait l'authenticité d'une œuvre. C'est pas parce que, entre guillemets, carré blanc sur fond blanc n'est pas une œuvre iconique parce que elle est particulièrement technique. Elle est iconique parce qu'elle pose des questions à un certain moment, à une certaine société qui s'interroge et qui ça résonne en elle. Et donc c'est pour ça que c'est iconique. Mais pour revenir aux illustrateurs, moi j'ai des discussions assez ouf avec un graphiste de 70 ans, quelque chose comme ça. Et donc lui, il travaillait à la planche à dessin. Et en fait, ce mec-là m'a dit, mais c'est fantastique, Midjourney, etc. Parce que lui, il a déjà eu peur quand les ordi sont arrivés. Et il s'est rendu compte que lui, il a terminé sa vie en étant aidé par les petits jeunes qui avaient des ordinateurs et lui, il a terminé sans planche en dessin. Il s'est formé vite fait, mais il n'a pas poussé. Et puis en fait, les gens qui étaient sur des ordinateurs, eux sont maintenant dans le truc de « Ah ouais, j'ai peur pour truc », mais en fait, les jeunes générations de graphistes, elles vont pas disparaître, elles vont juste utiliser ces outils-là pour faire des choses intéressantes. Et donc, finalement, quand on prend un pas de recul, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui seront laissés sur le carreau, mais en fait, de manière générale, il y a une sorte d'adaptabilité et en fait, il y aura une génération de graphistes qui utilisera ces algorithmes très vite et il y a rien que dans nos équipes, c'est déjà le cas, quoi. Donc, franchement. Je crois qu'il y a une autre ligne de tension qui me semble intéressante, qui est la tension entre le fantastique abaissement des barrières à l'entrée à la création. Maintenant, c'est à la portée du plus grand nombre de pouvoir prompter et s'approcher d'un résultat créatif. Mais l'un des points en débat, c'est est-ce que ça ne produit pas aussi un abaissement de l'ambition et du résultat ? Est-ce qu'il n'y a pas un appauvrissement du résultat de la production artistique ? Comment vous voyez cette tension entre abaissement des frontières, abaissement de l'ambition, peut-être aussi abaissement du goût de l'effort pour la production artistique ? Comment vous voyez tout ça ? Est-ce que j'ai le droit de répondre à la question par une question ? Allez-y. Est-ce que vous avez l'impression que le monde de la photographie d'art se porte moins bien depuis l'arrivée de l'appareil photo numérique ? Pour moi, c'est exactement l'inverse. Il y a des photographes fantastiques et il y a des photographes qui arrivent à faire des trucs oufissimes avec des iPhones. Il y a des photographes qui, parce qu'ils ont parce qu'ils ont un smartphone, en gros, sont devenus des photographes brillantissimes. Ils n'auraient jamais pu s'acheter un Canon 5D, etc. Et par l'appareil photo numérique, il y a plein de nouveaux types de collages, de nouveaux types de choses qui ont été possibles là où c'était pas possible. Et donc,
Bien évidemment que y a de plus en plus d'images sorties d'algorithmes qui n'ont aucun intérêt. Mais pour autant, entre guillemets, au prorata d'images pas ouf, en fait, il y a un prorata d'images mortelles extrêmement intéressantes qui sortent. Et encore une fois, c'est pas parce que vous êtes fort techniquement que vous transmettez de l'émotion. Et donc en fait, en plus de ça, il y a ce truc-là c'est pas parce que aujourd'hui vous faites des photos sur votre iPhone que vous êtes photographe. Vous êtes photographe parce que vous avez un œil, parce que en fait vous faites une photo qui correspond à votre corpus et qui raconte une histoire et qui a du sens avec ce que vous avez produit avant et ce que vous allez produire après. Vous êtes photographe parce que vous connaissez par cœur vos réglages. Donc ça c'est la technique, mais il y a plein de réglages que je n'ai pas exploré sur mon iPhone, sur les profondeurs de champ, etc. Et c'est déjà ça. Et donc, oui, aujourd'hui, quand je vais dans le métro et que je vois des campagnes de pub avec des affiches Midjourney qui sont de qualité moyenne, ça me fait doucement sourire. Mais de un, parce qu'on l'a plus ou moins prophétisé chez Obvious en 2017, et de deux, parce que le résultat graphique n'est pas du tout à la hauteur de trucs et que c'est juste un choix marketing de faire moins cher au lieu de payer une agence. Je prends mon stagiaire et je lui demande de générer quelque chose. Donc c'est des choix économiques, etc. Mais pour autant, il faut faire une grosse différence entre le graphisme et l'art, entre tout ce qui compose l'art, entre guillemets, le milieu de l'art plastique institutionnel et le milieu de l'art plastique de foire, le milieu de l'art plastique français, le milieu de l'art plastique américain, le milieu du street art et le milieu de l'art plastique n'ont rien à voir. Ce sont plein de milieux différents, et donc derrière le mot art, il y a un peu... C'est un peu... C'est un fourre-tout. Ouais, c'est un peu un fourre-tout. Et donc, moi, je suis pas inquiet. Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de raisons de se réjouir que de raisons de s'affoler dans le domaine de la créativité augmentée. Dans plein d'autres domaines, l'intelligence artificielle pose des questions sociétales extrêmement importantes où j'aurais moins cette passion pour l'avenir et je serais plus mesuré et plus... contrôler, typiquement ce qu'on fait avec notre prochaine série. Finalement, la ligne que vous tenez me fait penser à une artiste américaine, il me semble, basée à Berlin, Holly Herndon, qui explique que elle, ce qui l'intéresse dans l'intelligence artificielle, c'est comment elle peut utiliser l'intelligence artificielle pour créer une nouvelle esthétique, de nouvelles possibilités. Ça vous parle ? Alors ça nous parle complètement. Le problème étant que nous, c'est pas la voie qu'on a choisie, parce qu'en fait, la recherche d'une nouvelle esthétique propre aux algorithmes, en fait, c'est un peu un fourre-tout selon moi, parce que en fait, dans l'intelligence artificielle, il y a plein d'algorithmes, il y a plein de versions des algorithmes. Entre un GAN, un Stable Diffusion ou un Midjourney, en fait, il y a des esthétiques différentes. Donc nous, on n'a jamais été à la poursuite d'une esthétique, parce que sinon, en fait, on n'aurait pas réussi, selon moi. Elle, en l'occurrence, est musicienne. Donc, en gros, ça lui permet d'explorer, par exemple, à travers le voice cloning. Mais je dis pas que c'est pas une bonne quête. C'est juste que c'est pas la nôtre, très sincèrement. Nous, on est plus sur la quête d'un message et d'une réflexion. C'est plus un fil rouge intellectuel et conceptuel qu'un fil rouge d'une recherche d'une nouvelle esthétique. Même si pour autant, par exemple, le photoréalisme nous intéresse finalement très peu. Jouer au test de Turing avec les gens, ça a ses limites, et donc ça nous intéresse pas de faire des trucs photoréalistes et de faire croire aux gens que c'est des vraies images alors que c'est des fausses. Mais justement, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez, alors peut-être je vous pose la question en dépassant uniquement le domaine de l'art et peut-être plus généralement de la création de visuels générés par l'IA, est-ce que vous pensez que on doit dire ou permettre de reconnaître par un watermark, un marqueur, qu'un visuel est généré par l'IA ? Comment vous vous placez sur ce sujet-là ? Alors, dans la création artistique, je pense pas. Je pense que ça n'a aucun intérêt et qu'il faut laisser les artistes libres. Dans le milieu de la publicité, qui est finalement le milieu le plus poreux entre ça, je pense que oui, c'est bien, au même titre que vous savez, si ça a été retouché, maintenant c'est obligé de le dire, il y a marqué en bas, etc., par souci sociétal, quoi. Et donc très sincèrement, je vois pourquoi ça s'appliquerait pas de rajouter après cette photo a été retouchée et on a utilisé des algorithmes d'IA. Je pense que ça paraît cohérent. Je vois pas trop de raison de m'opposer à ça, quoi. Très sincèrement.
Alors, quand vous travaillez avec certaines marques, comment ça se passe concrètement? J'imagine que vous entraînez peut-être les algos à partir d'un corpus propre à leur propriété intellectuelle. Si par exemple un Chanel devait vous approcher en vous demandant d'itérer à partir de ces données-là, comment, d'une, ça coûte cher d'entraîner, il me semble, Très cher. les modèles. Comment, dans un deuxième temps, vous assurez, en fait, vous protégez ces données-là? Alors, pour répondre rapidement à la question, en fait, généralement, si vous travaillez avec des groupes de type Chanel, vous avez une bardée d'avocats qui va vous faire signer des bardées de papier, et donc généralement, ils sont plus protégés que vous. Mais pour répondre à la question, nous on travaille avec des marques uniquement qui nous laissent marque blanche. On n'est pas un studio de design, quoi. Donc en fait, si vous venez nous voir, c'est parce que vous avez envie qu'on raconte une histoire sur la marque, sur le lien qu'il peut y avoir entre art et science au sein de cette marque. Et donc on accepte des collaborations plus ou moins qu'en carte blanche, parce que ça nous intéresse pas vraiment. Généralement, ce qu'on demande à la marque, c'est une direction. De type, par exemple, Alpine, quand on a travaillé avec eux, nous ont demandé la montagne et l'univers de la performance. Et après, en fait, nous, on va dans les bureaux, on va dans les équipes, on va à la rencontre des ingénieurs, on va à la rencontre des créatifs. On essaie de vraiment capturer l'essence de la marque et des histoires intéressantes qu'à raconter. On propose une histoire à la personne qui nous a une histoire et un rendu plastique, bien évidemment. On propose ça, et si ça intéresse, si ça truc, ça déroule. Et donc pour revenir sur les histoires de propriété intellectuelle, en fait, en fonction de ce qu'on va vouloir produire, on va demander des types de données différentes. Et des fois, on peut demander des images, et des fois, on peut demander, typiquement sur Alpine, on a pu demander des performances moteurs ou des choses comme ça, ou des accès à leur propre soufflerie. Et ça, c'est, comme je disais, c'est notre agent et leur avocat qui signent des papiers qu'on lit à moitié et qui sont finalement, qui régissent tout ça, quoi. Et pour ça, j'imagine que vous n'avez pas recours à des modèles d'IA type Midjourney ou Stable Diffusion. Vous avez vos algos en propre. Alors ouais, pour Midjourney, donc Midjourney non, Stable Diffusion, on peut l'utiliser. Ça nous est arrivé de générer avec du Stable parce que c'est de l'open source et que certaines licences de Stable Diffusion autorisent les utilisations commerciales. Et donc, encore une fois, si le film peut être beau à l'iPhone, je vois pas pourquoi je le ferais pas à l'iPhone. Donc, je prends le meilleur outil pour le meilleur sujet. Midjourney, je le fais pas parce qu'en fait, si je produis des choses commerciales avec des images de Midjourney, elles appartiennent à Midjourney. Donc, je n'utilise pas Midjourney. Mais de manière générale, je ne me prive pas d'utiliser des outils quand ils sont pertinents pour mon processus artistique. Mais de manière générale, les outils grand public, parce qu'ils sont grand public, n'ont pas les fonctionnalités d'outils open source complets, et donc très généralement on se retrouve bloqué par l'outil, et donc en fait on prend nos propres outils pour pouvoir avoir 100% du champ libre et pour pouvoir créer nous-mêmes. Mais encore une fois, si un jour je fais un pré-rendu sur Stable Diffusion, que ça marche parfaitement et que ça convient au client, je ne m'interdis pas d'utiliser Stable Diffusion sur un projet. Vous avez été aux premières loges des évolutions des algos ces dernières années, depuis la vente de Bellamy chez Christie's. Qu'est-ce que vous retenez des progrès fulgurants depuis 2018 ? Vous êtes presque un ancien maintenant de cet univers-là. Vous vous dites quoi ? Vous dites c'est que le début ? Ouais, moi je me dis c'est que le début. Je me dis que malgré mon expérience, tous les gens qui vous prédisent ce qui va arriver dans les 2 prochaines années sont souvent des joueurs de flûte, très sincèrement, parce que je me considère quand même assez informé sur le sujet. J'ai pas vu venir Midjourney, j'ai pas vu venir ChatGPT. Quiconque vous aurait dit ouais je savais que ça arriverait, à mon avis, il réécrit l'histoire a posteriori. Donc, il faut être très humble par rapport à la vitesse à laquelle ça va. C'est-à-dire que moi, si vous m'avez demandé quand est-ce qu'on aura ChatGPT, je vous aurais dit 2030. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus vite. Et maintenant, on vous dit, en fait, ChatGPT, ce sera 10 fois plus puissant dans 2 ans. Mais on n'en sait rien, en fait. On peut heurter un plateau ou alors faire une innovation radicale. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'argent
mondialement qui est mis dans la recherche en intelligence artificielle, et donc, enfin, il y a des résultats, quoi. Et donc, mais il faut faire attention avec tout le milieu de la prédiction et être très humble sur où est-ce qu'on va demain. Un des trucs qui quand même, moi, m'interpelle, c'est quand même le peu d'évolution des débats et des questions autour de ces sujets-là, sans vouloir être relou. En fait, on me pose les mêmes questions qu'en 2018. Et de manière générale, sociétalement, on se pose les mêmes questions qu'en 2018. Est-ce qu'il faut légiférer, ou est-ce qu'il faut mettre l'éthique avant la recherche, etc., etc. Et en fait, que ce soit la France, l'Union européenne, en fait, on n'a pas vraiment fixé notre cap. On réagit un peu en fonction des avancées techniques américaines, des pressions géopolitiques mondiales, etc. Et donc, je trouve que c'est un peu déceptif à ce niveau-là, et donc ça m'inquiète un peu pour le futur. Est-ce qu'on va être tout le temps un peu les dindons de la farce, baladés entre l'Orient et l'Occident, et les gens qui ont décidé de faire all-in et les gens qui ont décidé de pas l'accepter. Vous n'avez pas l'impression que le débat quand même était largement sous les radars en 2018 quand vous avez commencé, même si ce débat vous l'aviez, même si on vous posait à vous ces questions-là, mais c'était peut-être pas des questions qui étaient aussi largement débattues dans la société qu'elles le sont aujourd'hui, peut-être. Alors là-dessus, vous avez raison, on pose plus les questions, mais on n'a pas plus de réponses. Donc en fait, on peut se poser plein de questions, super. La question, c'est quelles conséquences ont ces questions et quels choix sont faits de ça. Et de manière générale, par exemple, l'IA Act, c'est... La réglementation européenne qui sera adoptée au Parlement européen dans le courant du mois d'avril. Là, aujourd'hui, on enregistre au mois de mars 2024. Le texte sera adopté définitivement au Parlement européen en avril 2024. Voilà, et alors moi, je suis pas expert dans le droit, mais quand on en discute avec les experts, soit ça les fait sourire, soit ça les fait chier parce que ça ralentit leur business. Et donc, je crois pas que ça protège quiconque, et je pense que ça va plus mettre des bâtons dans les roues à la recherche, ce que je trouve pas du tout intéressant, moi, fondamentalement. Peut-être parce qu'on fait partie de cette partie recherche, et donc on trouve que c'est pas là qu'on doit mettre nos efforts, en fait, selon nous. Et moi, mon point, de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, les conséquences de nos choix d'aujourd'hui auront des conséquences pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et donc, plus on prend du temps à prendre des choix sur ces technologies, plus en fait on crée des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, aujourd'hui, on doit prendre des décisions fondamentalement sur quelle société on veut. Est-ce qu'on veut une société pro-technologique? Est-ce qu'on veut une société sous soumission américaine? Est-ce qu'on croit à l'indépendance et la souveraineté européenne ou française en matière de nouvelles technologies, etc., etc. Et tous ces questionnements-là, en fait, on a des questionnements, mais on n'a pas de choix. Et vu qu'on n'est pas leader, en fait, on est à la traîne. Et donc, je suis un peu inquiet de la position de la France et de l'Europe avec les nouvelles technologies. Je trouve que il serait temps de passer à la phase action, quoi. Alors pour finir, je ne vais pas vous lancer sur une prédiction par rapport au futur. J'ai bien compris que bien malin est celui qui saura le prédire. Mais si vous deviez émettre un souhait concernant l'art de demain et la considération de l'intelligence artificielle dans la pratique artistique, ce serait quoi? Ce serait une IA qui fait partie... qui fait partie de la palette et de l'artiste. Alors il y a 2 points. Moi je rêve du Jarvis de l'art, c'est-à-dire que je suis Iron Man, je lui demande fais-moi ça avec ça, etc., etc. Ça n'existera probablement jamais. C'est un doux rêve, mais l'artiste maître d'orchestre avec sa voix qui n'a rien à faire à part toucher des hologrammes et les merger entre eux pour faire Fantasia. Exactement, pour faire une œuvre magique. C'est une belle utopie, c'est un beau rêve, mais je crois que ça n'existe pas. Pour autant, je vous parlais d'Alexandre Astier, et je pense qu'on est à l'aube de la multidisciplinarité des artistes. Je pense que dans les 10 prochaines années seront créées des œuvres complètes où l'audio, le film,
l'écrit, l'image, les personnages, etc. seront créés par une ou deux personnes, ce qui n'aurait pas pu être fait à part par Disney et des milliards d'investissements, mais il y aura des œuvres complètes, multidisciplinaires qui apparaîtront. Et ça, j'ai très hâte. Et je vous dis ça parce qu'en fait, Alexandre Astier est l'archétype de ça et lui, il n'a pas besoin d'y aller. Mais je crois qu'il y aura des gens qui auront des messages, des trucs intéressants à dire qui ne seront pas que sur un seul truc, mais qui seront sur plusieurs choses. Je considère que on va essayer de faire ça nous, mais il y a des gens qui seront aussi extrêmement talentueux, qui sortiront de nulle part et qui vous mettront des claques artistiques complètes. Parce que en fait, ils auront réussi à lier deux types de narration, un audiobook qui est en même temps illustré, toutes ces choses. Et ça, c'est un mouvement qu'on a vu quand même un peu apparaître dans la musique avec l'arrivée des home studios et la capacité finalement pour un seul artiste de faire plein de choses et de réussir à délivrer un message original. Là, dans ma tête, je pense à Jul, qui fait tout seul. On n'aime pas, ok, mais en tout cas, il est producteur, chanteur, compositeur. Et en fait, c'est parce que la technologie lui permet de tout faire depuis sa chambre d'ado qu'il a la capacité de créer jusqu'à ce que ça rencontre son public. Et donc, je pense fondamentalement que dans l'art plastique, c'est quelque chose qui va arriver. Bien malin qui dira quand, mais je pense que c'est quelque chose qui arrivera et que on sera très agréablement surpris par l'univers complet que quelqu'un sera capable de décliner. Eh ben, on a très hâte de pouvoir assister à l'avènement de cet artiste augmenté. Ça se trouve, ce sera nous. Ah bah oui. Non, et pourquoi pas. Merci Pierre Fautrel, merci Laurent Nicolas Guénoc. Merci beaucoup. Notre voyage dans les arcanes de l'intelligence artificielle touche à sa fin. Si vous aimez Changement d'époque en cours, parlez-en autour de vous et laissez-nous vos commentaires. Nous vous donnons rendez-vous même lieu très bientôt pour un prochain épisode. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode sur la création artistique à l'heure de l'IA avec Pierre Fautrel du collectif Obvious. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Retrouvez également Filter IA, notre newsletter dédiée à l'IA sur la page LinkedIn de Converteo. Si vous souhaitez nous écrire, c'est par ici, changement@converteo.com, où on attend vos commentaires, vos remarques, vos idées de sujets pour les prochains épisodes. Je remercie toute l'équipe de Converteo qui m'aide à préparer ce podcast, Mathilde Millet, Raphaël Fétic, Charles Le Tailleur. Et un très grand merci aux équipes de Magellan qui nous aident à réaliser l'émission, Cécilia Gabizon, Yanis Hachemi, Raphaël Camoun. Merci à toutes et tous. On vous retrouve très bientôt. Salut.